Alors, Florence Legendre. Alors, je vais te laisser présenter, si tu le souhaites, en tout cas ton champ de recherche, parce que je voudrais pas te dire bêtises, ça serait bête. Voilà. On a demandé à Florence Legendre d'intervenir. Vous avez dans le petit 4 pages de présentation quelques-unes de ses publications et puis la dernière publication collective auquel tu as participé. Voilà. Nous avons demandé. Alors au départ, on devait avoir une table ronde, mais puis on a eu. Voilà. Et Florence a eu la gentillesse de prendre l'intégralité de l'intervention. On voulait d'abord poser une question sur les constats qui ont été faits par rapport au métier, et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, dans nos classes, on a un constat très fort sur la diversité des élèves et sur la complexité que ça a engendré en termes pédagogiques, sur la complexité du métier. Et ça, c'est un des éléments d'analyse qui a été aussi décrit dans un des articles dont vous avez la référence en 4e page, hein, sur les effets des besoins éducatifs particuliers sur les professeurs des écoles. Donc, voilà. Sur cette question, en tout cas, de la complexité croissante du métier, on voulait avoir ton avis et ton éclairage. Voilà, je te laisse. Bien, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter avec vous de ces questions-là qui sont en effet des éléments de mes recherches passées et actuelles, même si aujourd'hui je vais essentiellement vous parler d'une recherche qui a été faite auprès des professeurs des écoles, donc dans le 1er degré. Voilà, je voulais dire merci. Alors c'est vrai qu'au début c'était une table ronde et puis bon voilà, ce que j'ai dit c'est un guéridon, peut-être un petit truc comme ça. Donc vous m'excuserez, hein, voilà. Et je reprends ce qui a été dit au début dans l'intro. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vais peut-être essayer de rebondir sur ce qui vient d'être dit sur différents points. Donc juste oui, rappelez que moi je suis sociologue, donc je parle en tant que sociologue. Hein, c'est un point de vue spécifique sur les questions de l'éducation. Voilà, mes objets de recherche sont principalement le travail des enseignants. En 1er degré, c'est pour ce que je vais vous parler aujourd'hui, mais je travaille aussi sur le 2e degré, sur les questions d'orientation. Voilà, je suis à l'université de Reims, j'enseigne en INSPE également, donc je suis responsable notamment de la formation des CPE. Voilà pour la petite présentation. Alors, du coup, la première question concernait la diversité des élèves, enfin les constats, la complexité. Alors, c'était intéressant de parler du retour un peu socio-historique, enfin historique de comment l'école elle a traité la différence historiquement. Parce qu'en fait, si on reprend les lois Ferry de 1882, en fait, l'école elle était là pour tous les élèves, tous. Et il n'y avait pas de distinction. Et c'est cette école-là, c'est ce projet-là finalement qui a posé ces problèmes qui sont venus après. C'est-à-dire que on pourrait, pour aller pas très provocatrice, hein, on pourrait dire que finalement l'école de Jules Ferry, c'est l'école de tous. C'est l'école de tous les élèves. Et c'est après 1909, en effet, qu'il y a les classes de perfectionnement et le développement de l'enseignement adapté, avec un corps professionnel spécifique, des classes spécifiques, des programmes spécifiques, etc. Mais en fait, l'école républicaine pensait au départ, hein, c'est bien l'école de tous, en fait. Et finalement, la diversité dont on parle, elle a toujours existé. En fait, je reviendrai sur les chiffres, hein, mais en fait, il y a toujours eu dans les classes des élèves diverses et variés. Je dis on parce que fut un temps, j'ai été professeur des écoles. J'ai parfois ce retour-là. Et en fait, cette diversité, elle a toujours existé. Ce qui a changé
quand tu dis les différents moments entre la ségrégation, l'intégration, l'inclusion, en fait, c'est le traitement scolaire qui a changé. C'est ce que l'institution en a fait, a voulu en faire. Et donc, c'est une question hyper intéressante parce que quand on parle de l'inclusion scolaire, je reviendrai sur les chiffres, mais on dit on a eu des nouveaux élèves qui sont arrivés. Est-ce qu'ils sont vraiment nouveaux? Si on regarde les chiffres, en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une augmentation vraiment significative. Il n'y a pas d'augmentation pratiquement à 1%, même si 1% de l'ensemble des élèves en France, c'est beaucoup. Par exemple, entre 2005 et aujourd'hui, il n'y a pas une augmentation des élèves, des effectifs d'élèves. Donc où est-ce qu'ils étaient, les élèves qu'on qualifie aujourd'hui à besoins éducatifs particuliers, qu'on qualifie aujourd'hui comme labellisés MDPH, en situation de handicap, etc. C'est une vraie question, ça. Ça, c'est une vraie question qui est à l'origine aussi de discussions, de controverses. Est-ce que finalement les enseignants, ils exagèrent pas? Est-ce que finalement, ça n'a pas toujours été comme ça, etc. C'est vrai que les chiffres, ils interrogent. Parce que ce qu'on observe, il y a des études qui montrent que finalement, c'est l'effet de la loi de 2005 qui crée, que c'est le dispositif, en fait, qui crée. Il y a, un auteur dont le nom m'échappe, mais qui est un collègue de Stanislas Morel de cet après-midi, qui viendra cet après-midi, qui a écrit là, ça sur l'institution du handicap. C'est-à-dire qu'on a créé en fait des catégories. Encore une fois, c'est une histoire de catégories pour objectiver, enfin en tout cas pour identifier cette diversité d'élèves. Et c'est le traitement scolaire de qui va avec ces catégorisations qui évoluent. Et l'école inclusive, finalement, quand elle dit c'est l'école de tous les élèves, enfin oui, c'est l'école pour tous. Maintenant, je crois que l'acte 2, le slogan, c'est école pour tous. Eh ben, en réalité, ça implique quelque chose d'autre que seulement la question de la diversité des élèves, parce que en effet, on n'a pas les données. D'abord, on n'a pas les données pour objectiver cet agrandissement, cette croissance de la diversité, parce que les données de catégorisation, qu'elles soient de l'ADEP ou de la MDPH, elles sont instables. Sur le handicap, elles sont instables, elles bougent dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le TDAH, on va le mettre dans le trouble d'apprentissage. Après, on va le mettre ou inversement dans les troubles intellectuelles, etc. Donc elles sont instables en fait, ces catégories médicales, et donc ça permet pas de regarder dans le temps si on a aujourd'hui plus d'élèves de ce type-là ou de ce type-là. Quand vous observez les données de l'ADEP, c'est assez flou en fait. Donc tout ça fait qu'on reste dans quelque chose d'un peu peu facilement objectivable, parce qu'en même temps, ce qui remonte du terrain, alors moi je vais vous parler de la recherche que j'ai faite sur les PE, donc une grosse recherche, c'est vraiment la difficulté. Et par rapport à cette inclusion, par rapport à ce modèle inclusif qui implique en fait plus que... c'est vraiment un modèle en fait d'une école efficace, basé sur l'idée que un modèle efficace, on va l'évaluer en fonction de la réussite de chaque élève. Donc on va mettre en place un dispositif d'individualisation, de suivi, et de traitement scolaire individualisé, et non plus collectif. Et en fait, c'est ça le vrai changement. C'est pas tellement la diversité des élèves qu'on a toujours eu, mais c'est plutôt la façon dont on doit le gérer de manière individualisée, dont on doit en rendre compte de manière systématisée, et qui amène cette complexité croissante du métier. Parce que la complexité, elle est d'un passage, d'un profond changement de mandat professionnel, qui est que c'est un traitement, on passe d'un traitement scolaire collectif, en fait, au niveau de la classe, des apprentissages des élèves, à un traitement individualisé des élèves, et c'est ça la complexification vraiment du travail qui se fait, avec tout ce que tu as déjà souligné, par exemple l'injonction à la collaboration,
hein, avec des gens qui se connaissent pas forcément, comme si la collaboration c'était la réussite de tout et que tout allait venir de là. Mais il faut apprendre, il faut avoir du temps. Et voilà. Et tout cela se faisant bien sûr à moyens constants, si ce n'est à moyens constants, au moins à effectif constant dans les classes. Et donc voilà, c'est un peu ce à quoi j'ai pensé quand je t'ai écouté. Je me suis dit en fait voilà, il y a bien un constat d'une diversité, mais en réalité elle a toujours été là, cette diversité cognitive dans les apprentissages. Et puis même sociale. Hein. On sait bien que quand même les débuts de l'école adaptée, c'est pas seulement la difficulté, le trouble psychologique, l'idiotie. À l'époque, on parlait d'idiotie. C'est aussi tous les élèves qui venaient issus des immigrations, les pauvres, etc. Donc c'était aussi des moyens de gérer finalement l'écart à la norme scolaire, l'écart à la norme que l'école attend de l'élève idéal, du client idéal. En sociologie, il y a Becker qui parle de ça dans ses analyses du travail, du client idéal. Et en fait, on a souvent cette idée qu'il y a l'élève idéal et puis tout ce qui sort un peu de la norme, on va mettre dans l'enseignement adapté, par exemple. Et qui a été un peu pensé initialement quand on regarde les textes historiques sur ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Si, mais tu avais évoqué aussi dans le compte, enfin dans la recherche que vous avez faite, vous avez menée, des éléments sur les injonctions contradictoires et notamment le fait que les collègues se sentent de plus en plus isolés, en tout cas qu'on enlève une partie de leur pouvoir d'agir. Donc, est-ce que tu as des éléments sur la question de déprofessionnalisation, ou en tout cas sur cette notion? Alors, oui, tout à fait. Donc là, il s'agit donc d'une recherche qui a été réalisée au niveau national, financée par le ministère, hein, d'ailleurs, parce que la question qui se pose, c'était en 2017. Ça a commencé en 2017, on a répondu à l'appel d'offres de l'ADEP, et il s'interrogeait sur le fait en disant, mais comment ça se fait qu'on a de moins en moins de candidats qui veulent devenir enseignants ? Bizarre. Donc voilà, donc ils ont financé, donc on a été financé par le ministère. Il y a eu 7 équipes qui ont été financées. Nous, on n'était vraiment que sur le premier degré, mais il y en avait qui ont travaillé sur le second degré également, etc. Et toujours sur cette idée d'attractivité, en fait. Donc nous, notre entrée, c'était le statut social. Donc le statut social, d'un point de vue sociologique, c'est le statut pour soi, c'est-à-dire ce qu'on ressent par rapport à l'image qu'on se donne du métier, et puis le statut social pour autrui, c'est-à-dire ce que les autres pensent de nous, et surtout ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Et donc on a exploré cette dimension-là à l'aide de différentes méthodologies. On a fait un gros questionnaire qui est passé sur un échantillon représentatif national de plus de 3000 enseignants du premier degré en poste. On a travaillé aussi auprès de stagiaires, ceux qui venaient juste d'avoir le concours, donc les jeunes entrants, ce qui nous a permis aussi d'avoir une vue un peu diachronique aussi de la perception du métier. Et puis on a, donc ça c'est avec des questionnaires, et puis on a fait des entretiens. C'est pareil sur plusieurs académies, une 50aine d'entretiens auprès de professeurs des écoles également. Et ce qui ressort de cette recherche, c'est que c'est le plus beau métier du monde. Tout le monde est d'accord à peu près là-dessus. Mais, c'est-à-dire il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Pardon. Un mais qui relativise finalement la perception du métier, et notamment du point de vue du statut social pour autrui. C'est-à-dire la reconnaissance qu'on ressent des autres, parce que au niveau du salaire déjà à bac+5 aujourd'hui, rentrer dans le métier, en fait c'est moins rentable que d'aller dans d'autres disciplines, enfin dans d'autres, même encore dans la fonction publique. Le vivier traditionnel, par exemple des professeurs des écoles, c'est là où c'est notre public. Eh bien en fait, c'était des femmes, de jeunes filles qui se destinaient à des métiers de l'enseignement, issus de classe moyenne supérieure, qui ont fait des études et qui se disaient je vais intégrer le marché du travail un peu localement, etc. Et en fait, c'est plus ces gens-là,
c'est plus ces jeunes femmes-là c'est celles-là qui sont perdues puisqu'elles vont ailleurs. Elles vont dans d'autres métiers qui sont plus valorisés, en fait. Voilà. Donc, il y a la question du salaire, il y a la question aussi de la valorisation. Hein. On a eu des gens qui disaient, des jeunes enseignants aussi, hein, qui disaient, moi, je dis pas à mes amis que je suis enseignant, hein, parce que sinon, on va me dire, ah, t'es toujours en vacances, hein, voilà. Donc il y a ça qui fait que le statut social pour autrui est plutôt difficile. Mais pour le statut social pour soi, c'est-à-dire il y a la reconnaissance du métier, elle est toujours forte. C'est toujours un plaisir, un bonheur quand même, qui est revendiqué de manière très générale. Et cette tension, hein, on va dire cette tension entre les deux représentations qu'on peut avoir du métier, elle est expliquée par les professeurs des écoles, par l'inflation réglementaire. Hein, on les a interrogés sur cette inflation réglementaire, sur ce qu'avaient fait différents dispositifs qui ont été mis en place depuis à peu près, oui, le début des années 2000, hein, puisqu'on sait bien, c'est la LOLF, c'est un tournant sur la politique éducative. L'inflation des dispositifs, qui fait que, en fait, il y a toujours des nouvelles choses. Alors même si les dispositifs ils changent pas, le formulaire il change. Enfin, bon, il y a des conditions de travail qui font que c'est compliqué. Il y a aussi des éléments concernant l'individualisation du suivi des élèves. Et ça, c'est bien dit comme étant une source de difficulté. L'injonction au travail collaboratif, qui évidemment aussi change et modifie le travail. Et puis, vraiment, le fait qu'il y a un manque chronique de moyens. Et en particulier pour, je vous ai dit, on les a interrogés sur différents textes réglementaires récents qui ont modifié les conditions de travail et le travail enseignant du premier degré. Et c'est vrai que la loi de 2005 et surtout en 2013, ces déclinaisons par l'éducation nationale, c'est vraiment cette loi-là qui a le plus d'effets, qui est considérée comme étant source d'effets les plus importants et des effets qui sont plutôt négatifs. Hein, en termes d'alourdissement justement de la charge de travail et d'alourdissement de la charge de travail sans contrepartie. Donc sans ressources et sans contrepartie. Ça fait un peu beaucoup. Et voilà comment, les arguments saillants qui sortent de l'enquête. Cette idée que la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, finalement, elle s'effectue sans moyens et sans valorisation forcément. Et donc ça se traduit dans les conditions de travail avec, de manière très concrète, une augmentation de la charge de travail et ce que tu appelais une remise en question de la professionnalité enseignante. Alors ça se saisit dans plusieurs éléments. Alors je vous parle toujours de ce que disent les enseignants de leur pratique. D'abord au niveau de la gestion de classe. Et là, c'est assez intéressant parce que je vous parlais de la difficulté d'objectiver finalement l'évolution des profils de ces fameux élèves en situation de handicap ou élèves à besoins éducatifs particuliers, sachant que les catégorisations sont instables et pas très claires. Ouais. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de la difficulté du travail quotidien et qu'il parle de gestion de classe, il parle très très vite de situations un peu paroxysmiques, c'est-à-dire l'élève qui a un comportement extrême, qui va mettre en danger les autres élèves, qui va se mettre en danger lui-même. Et en fait, ces expériences qui sont pas forcément vécues directement, c'est-à-dire que c'est les plus visibles, mais pas forcément les plus fréquentes, mais elles sont très importantes parce qu'elles illustrent, en fait, en tout cas dans les propos des enseignants, vraiment comme un paroxysme, ces injonctions institutionnelles globales à l'accessibilité qui enjoignent finalement les enseignants à prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de chaque élève. Et du coup, chaque élève a un besoin éducatif particulier. Parce que l'école pour tous, c'est l'école pour chacun, dans leur idée. Et ça met en cause, finalement, la pérennité de l'activité qui est centrée encore aujourd'hui, même si les lois maintenant prennent un peu de temps, ça fait une dizaine d'années vraiment,
N'empêche que c'est toujours l'activité pour les professionnels de l'EPE, c'est vraiment centré sur la classe et sur le collectif de la classe. Et donc cette tension entre le collectif de la classe et l'individualisation, eh ben, c'est vraiment une source d'alourdissement de la charge de travail, mais aussi je vais y revenir, mais de difficultés. Voilà, de difficultés. C'est vraiment ça qui ressort. Alors, quelles que soient les analyses qu'on fait, hein, que ce soit des analyses des entretiens, que ce soit des analyses sémantiques des réponses, enfin voilà, on a vraiment ça qui émerge beaucoup, le fait que on n'arrive plus pas à gérer ça, ces élèves. Et ça, on le voit de manière assez généralisée, quelle que soit l'ancienneté, par exemple. C'est pas parce qu'on est plus ancien dans le métier qu'on va être plus à l'aise forcément pour gérer ces situations-là, tel que c'est demandé, tel qu'aujourd'hui c'est demandé, puisque on est dans une bureaucratisation et un enchevêtrement de protocoles bureaucratiques. Hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, entre les différents PPR, PAI, PPS, PBBA, voilà, qui sont censés en effet baliser, soutenir les prises en charge individualisées des élèves à BEP, mais qui en réalité, loin de fournir des ressources nécessaires, finalement apporte plutôt un sentiment de disqualification de l'organisation traditionnelle du travail enseignant. Donc ça a un effet un peu contraire à l'objectif annoncé, qui est de dire on va vous donner des outils, ça va vous permettre d'avancer, d'identifier, voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose de très important qui est remis souvent dans les discours enseignants sur le thème, hein, le fait qu'il faut toujours remplir des dossiers, quoi, tout le temps. Faire un premier ça, même pour solliciter les collègues du RASED, il faut monter le dossier, et puis après il faut en rendre compte, alors on a fait ça, et puis voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire, alors on fait ça, il faut toujours rendre compte, donner trace, quoi, faire trace de son travail, ce qui est parfois ressenti comme un manque de confiance aussi, c'est-à-dire qu'en fait on fait pas confiance aux professionnels, quoi. Il faut qu'ils prouvent, quoi. Il faut qu'ils prouvent qu'ils bossent, quoi. Il faut qu'ils prouvent qu'ils bossent et qu'ils bossent bien dans le sens attendu par l'institution. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très vif, hein, dans ce qu'on a recueilli. La multiplication des partenaires aussi. Alors des partenaires qui sont dans la classe, par exemple le travail avec les AESH, qui n'est pas forcément un travail facile, parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui rentre dans la classe. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que finalement le travail avec quelqu'un dans la classe, en fait ça s'apprend, ça demande du temps, ça se construit. Voilà, il y a pas mal de recherches qui montrent que parfois c'est vraiment deux entités, deux adultes dans la classe, mais pas du tout de collaboration. Donc voilà. Et notamment pour les AESH, il y a un regret très fort du fait qu'ils ne sont pas assez formés. Et cette idée-là, enfin cette revendication DPE, nous qu'on a recueillie, qui est en faveur de la formation des AESH, c'est vraiment dans le sens de on est des professionnels. Nous, on veut faire bien notre boulot. Et on n'a pas les moyens, encore une fois, on n'a pas les moyens de pouvoir faire notre travail avec des personnes qui ne sont pas forcément formées ou pas formées comme il faudrait, ne serait-ce qu'au travail collaboratif, parce que ça, c'est pareil, ça s'apprend, ça. Et donc il y a un effet de discours autour du travail avec les ESH dans la classe, mais on parle aussi des RASED, notamment solliciter les collègues de RASED. C'est aussi un sacré boulot parce qu'il faut déposer le dossier, enfin voilà, ça entraîne aussi un certain nombre de travail administratif et de travail bureaucratique qui interroge aussi du coup qui fait quoi, jusqu'à partir de quand je vais demander, est-ce qu'il faut que je demande, voilà, et puis en sachant elles ont de moins en moins d'interlocuteurs au niveau du RASED, donc une difficulté, des temporalités très longues pour intervenir, donc c'est difficile aussi. Et puis la multiplication des partenaires à l'extérieur.
Alors, je vous rappelle, 2017, il y a la réforme du temps scolaire. Donc, il y a dans certaines, enfin, dans une grande majorité de municipalités, des gens qui rentrent dans les classes pour faire le temps hors scolaire, le périscolaire, qui rentrent dans les classes, qui interviennent auprès des élèves. Et là, il y a un vrai souci de territoire professionnel, de qui fait quoi, comment, avec quel outil. Voilà, donc là aussi, c'est quelque chose qui émerge beaucoup à ce moment-là. Notamment dans des villes où il y a une tension forte qui avait été mise sur cette réforme des rythmes scolaires. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que souvent, cette multiplication des partenaires avec qui il faut travailler dans l'école, surtout en dehors de l'école, avec la ville qui intervient pour le premier degré. Je vous rappelle qu'on était dans le premier degré. C'est ressenti aussi comme une remise en cause, une réduction même de l'autonomie professionnelle. De manière assez forte. Hein, ça aussi, on le... Voilà. Et puis, il y a aussi autre chose qui est ressorti, c'est l'exigence d'innovation et d'ambition. Parce qu'en fait, alors il y a les dispositifs, donc il faut mobiliser les dispositifs, mais il y a les formations, quand on a de la chance de pouvoir y aller, et dans les formations dans lesquelles on dit « Ah, mais c'est pas du tout ça, en fait, qu'il faut faire. En fait, c'est pas ça. En fait, le vrai métier, c'est comme ça. » Et donc, nous, on a eu des entretiens, notamment avec des PE qui étaient vraiment aguerris et anciennes, qui étaient, elles me disaient, en fait, quand je sors de formation, je pleure parce qu'on vient de me dire que ce que je fais depuis 20 ans, c'était nul. Voilà. Donc, il y a cette... parce que, en fait, pour l'instant, il y a quand même une ambiguïté. Alors, il parle d'un petit peu des méthodologies, enfin des méthodes qui seraient proposées, mais on reste sur l'idée que c'est quand même l'innovation qui va faire la solution de tout. Et donc, si vous avez une solution, un problème, il faut trouver une solution innovante. Hein, il faut faire preuve d'innovation pédagogique. Et ça, cette injonction, elle est de manière assez souvent répercutée, notamment par la hiérarchie intermédiaire, lors des formations, lors des rencontres, etc., où on doit faire preuve d'ambition, d'innovation. Et ça, c'est vécu carrément comme un déni de compétences. C'est-à-dire, en fait, si on n'y arrive pas, et là, on est en plein dans le modèle de la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que le travail pédagogique s'individualise, mais s'appuie sur une responsabilisation individuelle. C'est-à-dire que si ça marche pas dans la classe avec tel ou tel élève, c'est de votre faute. C'est de la faute de l'enseignant parce qu'il n'a pas été assez innovant, ambitieux, etc. Et donc, il y a tout ce discours-là qui est quand même assez douloureux, très clairement, pour les PE. Et là, il y a en effet, c'est un ressenti d'une remise en question de la professionnalité enseignante qu'on a repérée de manière assez récurrente dans les propos et dans les entretiens et dans les questionnaires, etc. Et cette idée c'est l'idée que l'accessibilité scolaire, comme l'a décrit Bersold, c'est-à-dire l'injonction à scolariser tout le monde, repose fortement sur la responsabilité individuelle et exige des enseignants une efficacité et une créativité permanente. Alors ça, en fait, vous avez, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça résonne exactement dans ce qu'on appelle le New Public Management, c'est-à-dire qu'il faut être autonome dans sa pratique, il faut entretenir sa propre employabilité, et on est vraiment dans un modèle qui fait référence en fait à ces dimensions-là, même si on pourrait discuter parce que je ne sais pas si vous connaissez le modèle anglais, mais eux, au niveau New Public Management éducatif, ils sont bien plus hauts que nous. Il y a pire, si vous voulez. En gros, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, en gros, tout cela est accompagné par un déni de l'institution, de la déficience des moyens, puisque tout ça se fait à moyens constants. C'est-à-dire que
comme l'institution dit, oui, il faut faire preuve d'innovation. Si vous n'avez pas de moyens, il faut, ça débouche logiquement sur un déni de compétences, en tout cas un ressenti de déni de compétences des PE, qui sont en réalité confrontés à des obstacles qui sont insurmontables, et puis un sentiment d'incompétence professionnelle. Ils parlent de bricolage, ils disent, on nous donne pas en fait assez de moyens, donc on bricole, on improvise, c'est hasardeux. Voilà. Et c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Donc en fait, obliger l'enseignant à l'ambition, à la créativité, à l'adaptation aussi, sans réelle formation. Je peux vous en parler parce que moi je forme des enseignants aussi du premier degré en INSPE. Face à une multitude de cas particuliers, voire à des situations très critiques, c'est en fait évidemment les condamner tôt ou tard à l'isolement, à l'échec. Cet écart qui est perçu entre les discours institutionnels et les moyens alloués, que ce soit financiers, techniques, formation, etc., c'est une des causes fréquentes d'indignation et souvent de dénonciation de l'hypocrisie des tutelles. C'est-à-dire que les professionnels, ils savent très bien mais ils en prennent quand même plein la figure, et alors même que c'est systémique. C'est évidemment systémique, et c'est vrai que l'extension de la scolarisation aux classes ordinaires à tous les élèves, donc voilà, même reconnus en situation de handicap à BEP. Finalement, c'est ce que je disais au début, c'est que ça illustre en fait cette pression de système qui se traduit par un bouleversement des pratiques professionnelles des PE et de leur mandat. Avec beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce qui va se passer demain, notamment pour l'acte 2, avec le PAS ou alors, j'ai pas encore tout saisi parce que c'est encore flou, mais ça fait peur un peu. C'est ce qui va en remporter. Je sais pas, du coup, je pense que. Oui, c'est le pôle d'appui à la scolarité qui va remplacer les PIAL, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore les éléments, mais ça fait peur. Ça fait peur puisque c'est la prise en main de l'éducation nationale de la dotation de moyens pour la compensation individuelle. Donc ça veut dire que ça remet en cause les droits inscrits depuis 2005. Bon, et puis surtout, ça veut dire que c'est qui est-ce qui va définir quelle catégorisation va être faite? On va demander à des PE de définir un trouble dyslexique. Je sais pas, c'est assez. Ouais, bon, bref. Donc bon, tout ça, ça fait peur, un peu. Mais du coup, on en vient peut-être à la troisième question justement, Florence. Pour résister, pour remettre du collectif, pour que les enseignantes, les enseignants, les AESH, et principalement pour les enseignants, comment, selon toi, quelles perspectives collectives sont possibles? Comment répondre alors justement aux injonctions, à la bureaucratisation, aux tensions dont tu as parlé entre le collectif de la classe et les injonctions à l'individualisation? Comment s'organiser collectivement et agir pour gérer cette diversité qui n'est pas nouvelle? Quel travail aussi, alors comment remettre du collectif et travailler avec les différents partenaires dont tu as parlé, donc les partenaires au sein de l'école, les AESH, les collègues du RASED, les collègues aussi des territoriaux, donc les personnels d'animation, ATSEM, et également les partenaires extérieurs, CESAD et autres partenaires des ESMS. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus, parce que justement c'est important. Évidemment. Par contre, moi je suis sociologue. Je ne suis pas magicienne. Donc, désolée. Après, je pense que vous êtes là tous ici. Alors, moi, je fais de la recherche avec et pour les professionnels. C'est-à-dire, ce que je fais, j'essaye toujours de mettre en place des dispositifs, de formation, de diffusion, le plus possible, parce que je pense que les personnes qui sont les plus à même de trouver les solutions aux problèmes, c'est quand même les gens de terrain. Même si j'ai été pendant 3-4 ans PE, je peux pas. En plus, c'était le métier le plus dur de ma vie.
franchement. Je préfère expliquer la domination masculine selon Bourdieu plutôt que la numération ADCP, franchement, c'est clair. J'y arrive mieux. Donc voilà, toujours est-il que je pense que ce que le chercheur, en fait, nous dans nos recherches, ce qu'on peut amener, c'est déjà de se dire que c'est pas tout seul. Tout seul, ça, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est pas possible. Que ça s'inscrit dans un modèle qui est en effet systémique, c'est-à-dire j'espère avoir, même si c'était un peu rapide et succinct, en tout cas un système d'organisation de l'institution qui ne permet pas aux gens de faire leur travail dans de bonnes conditions et qui les responsabilise et les individualise. Et ça, du coup, se dire, ben non, en fait, si je réussis pas, c'est pas que moi. C'est pas que ma faute. Eh ben c'est déjà super, ça déjà de se dire fouf, hein, on n'a pas tout sur les épaules, voilà. Donc ça c'est déjà des éléments qui peuvent être apportés. Après nous ce qu'on a mis au jour et il me semble aussi et qui est intéressant, c'est justement les difficultés, enfin voilà, la bureaucratisation, le manque de temps. Les injonctions contradictoires, etc. Donc identifier en fait les nœuds, hein, les nœuds, les identifier, les comprendre. Voilà, ça c'est déjà aussi quelque chose d'important. Et puis après, évidemment, c'est le collectif. Là, on est très clair que. Alors c'est très évident dans nos données, hein, puisque on a tous ces effets sont systématiquement contrebalancés par le soutien, justement, et le soutien des pairs. Et notamment, alors PE, je le rappelle, premier degré, au sein de l'école. Et le rôle du directeur, alors même si ça a pu être sujet de discussion, n'empêche que de manière, disons, majoritaire, le rôle du directeur est super important, comme un tampon, comme quelqu'un qui peut faire un peu tampon entre les gens, les PE dans la classe et les injonctions de la hiérarchie intermédiaire, parce que sans doute il ne s'apparente pas encore, en tout cas pas encore, à un manager, mais il joue souvent ce rôle de tampon entre ces différentes injonctions contradictoires. Et c'est bien la ressource collégiale, hein, qui apparaît et qui participe au maintien, alors peut-être précaire, hein, mais le maintien d'une perception encore finalement très valorisée pour ce qui est du statut social pour soi, du métier par les professeurs des écoles, et du coup une valorisation du métier. Parce que, alors on parle beaucoup, vous savez, des démissions, du fait qu'il y aurait de plus en plus de PE, enfin, ou même dans le second degré, d'enseignants qui démissionneraient. Alors c'est difficile, encore une fois, d'objectiver parce que le ministère ne donne pas beaucoup de données. Alors on en trouve un petit peu, mais ça reste par rapport au pays où le modèle de l'école libérale prôné par Thatcher, hein, Thatcher et les BEP, c'est en même temps, hein, et dans le même pays, donc c'est pas anodin. Mais en tout cas, dans ces pays-là, les pays anglophones, hein, où finalement l'école est très libérale, avec un recrutement local dans les écoles des enseignants, on a un turnover qui est de l'ordre de 30%. En fait, au bout de 5 ans, en fait, il y a 30% du corps professionnel qui change. Donc nous, avec nos 5%, même pas, je crois qu'on est à 3-4, en fait, on a un corps professionnel qui se maintient, qui existe et qui est là. Donc, enfin, il y a aussi peut-être cette idée alors je viens de parler de choses un peu négatives, enfin très négatives et difficiles, n'empêche que la machine, elle tourne quand même, les gens y restent, les professionnels font leur boulot. Et nous, on n'a rencontré que des gens qui font bien leur boulot autant que faire se peut,
hein, quand ils ne sont pas complètement écrasés par le système. Et donc il y a une vraie ressource, évidemment, hein, dans ce corps professionnel qui existe et qui reste très fort par rapport à d'autres pays. C'est tout à fait intéressant. Alors, dans d'autres pays, il y a peut-être les conditions d'emploi sont différentes aussi. Hein. C'est une spécificité française d'avoir un concours où on recrute, on est fonctionnaire d'État, et puis voilà. Et le recrutement est national ou académique, tandis que dans les autres, en fait, dans pratiquement dans tous les autres pays du monde, c'est les chefs d'établissement qui recrutent. Hein, ou alors le conseil d'administration de l'organisation. Donc bon, en tout cas, voilà, il y a quand même ce potentiel-là, il ne faut pas l'oublier. C'est très fort quand même. Donc le rôle des directions, je l'ai dit, bon, jusqu'à quand, voilà, parce qu'avec la loi RUAC, ça fait un peu... Hein, le collectif des professionnels, et puis, de manière intéressante aussi, par rapport à quand on demande aux enseignants PE, quels sont... concernant la loi 2005 et ses applications à l'éducation nationale, d'où est-ce que ça a permis d'avoir de la reconnaissance? Eh bien, c'est de la part des parents. Donc, il semblerait quand même que les parents pourraient être des partenaires avec lesquels il serait utile de s'allier aussi. Ça peut être aussi une source, voilà. Alors, je sais bien que les relations école-famille n'ont jamais été vues, en tout cas de l'intérieur, comme une ressource, mais peut-être que aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui pourraient changer. Voilà, c'est un peu ce qui émerge de la recherche, en tout cas. Voilà. Merci pour ton intervention.